Bonjour, et si je vous disais que ce qui est écrit dans notre ADN, eh bien ce n'est pas toute l'histoire, que notre destin n'est pas entièrement scellé dans nos gènes. C'est une idée assez folle, et pourtant, c'est exactement ce que nous révèle une science passionnante au nom un peu compliqué, l'épigénétique. Pour commencer, partons d'un petit mystère. Imaginez de vrais jumeaux. Ils partagent exactement le même ADN, le même manuel d'instruction génétique à la virgule près. Alors comment expliquer que, des années plus tard, l'un puisse développer une maladie et pas l'autre? Ou que l'un soit mince et l'autre en surpoids? C'est quand même étrange, non? Eh bien, la clé de cette énigme, elle se cache dans ce domaine fascinant de la biologie. Et ce qu'il nous apprend, c'est qu'avoir le code ne fait pas tout. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont notre corps décide de le lire et de l'utiliser. Alors, ce fameux mot épigénétique, ça peut faire un peu peur, mais en réalité, l'idée est toute simple. En grec, épi, ça veut dire au-dessus. L'épigénétique, c'est donc littéralement la couche de contrôle qui se trouve au-dessus de nos gènes. C'est un peu le chef d'orchestre qui dirige la symphonie de notre ADN. Et ça, c'est le point absolument essentiel à comprendre. L'épigénétique ne va pas réécrire le texte de notre ADN. Les lettres qui le composent restent les mêmes. Par contre, c'est elle qui va décider quels gènes vont être lus, activés, et lesquels vont être mis en sourdine. C'est grâce à elle qu'une cellule de notre œil sait qu'elle doit être une cellule de l'œil et pas une cellule du foie, alors qu'elles ont exactement le même ADN. Pour que ce soit encore plus clair, on va utiliser une analogie. Imaginez que notre ADN est un gigantesque livre de recettes. La génétique, c'est le texte du livre. Les recettes sont écrites noir sur blanc, et elles sont identiques dans toutes les copies du livre, donc dans toutes nos cellules. L'épigénétique, elle, c'est la façon dont on va lire ce livre. On ne prépare pas toutes les recettes en même temps, n'est-ce pas? On va peut-être surligner une recette, mettre un marque-page sur une autre, ou même coller un post-it pour en cacher une qu'on n'aime pas. C'est exactement ce que fait l'épigénétique. Elle choisit les recettes, c'est-à-dire les gènes, que la cellule va utiliser. D'accord, mais concrètement, comment le corps fait-il pour surligner ou cacher des passages de ce livre? Eh bien, il utilise un système super ingénieux, des sortes d'interrupteurs chimiques. En fait, ces surligneurs et ces post-it, dans la réalité de nos cellules, ce sont de toutes petites marques chimiques. Des sortes de mini-étiquettes qui viennent se coller directement sur nos gènes ou sur les protéines autour desquelles notre ADN est enroulé. Et voilà le mécanisme principal. Le plus connu s'appelle la méthylation. C'est très simple. Quand un gène est méthylé, c'est-à-dire quand cette petite marque chimique est présente, c'est comme si on appuyait sur l'interrupteur off. Le gène est éteint, il reste silencieux. On enlève la marque et hop, l'interrupteur bascule sur on et le gène peut s'exprimer. C'est un peu un jeu de feu vert et de feu rouge pour notre code génétique. Très bien, on a des interrupteurs, mais la grande question, c'est qui appuie sur ces interrupteurs? Qui est aux commandes? Qui décide d'allumer ou d'éteindre nos gènes? La réponse est à la fois simple et assez vertigineuse. C'est notre environnement. Et quand on parle d'environnement, c'est au sens très, très large. Ça inclut bien sûr notre alimentation, le stress qu'on peut ressentir, les polluants auxquels on est exposé, mais aussi notre hygiène de vie globale. Le sport, le sommeil, le tabac. Tous ces éléments, au quotidien, peuvent venir jouer avec ces interrupteurs et modifier le réglage de nos gènes. L'exemple le plus bluffant pour comprendre ça, c'est celui des abeilles. C'est incroyable. Prenez deux larves d'abeilles, génétiquement identiques. L'une est nourrie uniquement à la gelée royale, elle deviendra une reine, grande et fertile. L'autre, nourrie différemment, deviendra une simple ouvrière. Le code ADN est le même au départ, mais c'est l'alimentation qui a tout changé, en appuyant sur les bons interrupteurs pour créer deux destins radicalement différents. Mais attendez, ce n'est pas tout. L'histoire devient encore plus folle. Parce que ces changements, non seulement ils peuvent nous affecter, nous, mais en plus, ils ne sont pas forcément permanents. C'est sans doute l'une des plus grandes découvertes de ces dernières années. Certaines de ces marques épigénétiques peuvent être transmises à la génération suivante. Par exemple, des études sur les descendants des survivants de la Grande Famine aux Pays-Bas en 1944 ont montré que les effets de la malnutrition des mères se lisaient encore sur les gènes de leurs enfants des dizaines d'années plus tard. Mais, et c'est un mais qui change tout, il y a une excellente nouvelle. Contrairement à une mutation dans l'ADN qui est gravée dans le marbre, ce marquage épigénétique, lui, est réversible. Il peut changer. Un changement dans notre mode de vie peut venir modifier ces marques. En résumé, on peut voir notre génome, l'ADN, comme quelque chose de très stable, de quasiment figé, alors que l'épigénome, c'est-à-dire l'ensemble de ces marques, est lui super dynamique, il est souple. C'est lui qui nous permet de nous adapter rapidement aux changements sans avoir à attendre des milliers d'années qu'une mutation génétique apparaisse.
Et ça, c'est une idée vraiment puissante. Ça veut dire que nos choix au quotidien, ce qu'on décide de manger, la façon dont on gère nos émotions, si on bouge un peu, tout ça a un impact direct et mesurable sur l'expression de nos gènes. On a un vrai rôle à jouer dans notre propre biologie. Et pas seulement pour nous, mais potentiellement aussi pour les générations qui suivent. Alors, pour conclure, voilà la question ça soulève. Si nos gènes sont le texte et l'épigénétique la façon de le lire, alors peut-être qu'on n'est pas que de simples lecteurs de notre propre histoire. Peut-être qu'on en est aussi un peu les co-auteurs. C'est une perspective assez vertigineuse, vous ne trouvez pas? Merci beaucoup de m'avoir écouté.